bien, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Delval. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le conflit qui agite l'Europe en ce moment, le conflit ukrainien. Nous sommes à quelques jours du 2e anniversaire du début de cette guerre, de l'invasion russe en Ukraine. Vous suivez activement, précisément l'actualité de cette guerre. Quel bilan tirez-vous de ces 2 ans de guerre conventionnelle, cette nouvelle guerre conventionnelle qu'on croyait être impossible il y a encore quelques années, au cœur de l'Europe? Alors, si c'est un bilan du point de vue ukrainien, il n'est pas si merveilleux qu'on le dit, puisqu'on nous dit que les Russes ont pris une raclée, ils n'ont pas réussi à progresser, ils ont échoué à Kiev, ça devait durer une semaine, ça fait déjà 2 ans, etc. Bon, ça, on l'entend tout le temps, je ne vais même pas commenter. Mais si c'était un succès extraordinaire pour les Ukrainiens valeureux qui meurent jamais, les Russes meurent toujours, les Ukrainiens sont courageux, les Russes sont lâches, les uns désertent, pas les autres, et ils sont super équipés, ils ont des gilets pare-balles, pas les autres, etc., etc. Enfin, vous connaissez tout le récit, qui est un récit qui n'aide pas du tout à comprendre quoi que ce soit, et qui envoie un message qui est contre-productif. Eh bien, quand on a presque 20% de son pays occupé par autrui, c'est quand même pas un succès extraordinaire. Le succès, ce serait, de leur point de vue, qu'ils n'aient pas de morts déjà, parce qu'il y a beaucoup de morts, contrairement à ce qu'on croit, ils meurent comme les autres, les Ukrainiens, et en masse, et peut-être beaucoup plus que ce que l'on dit. Moi, j'ai vu sur Wikipédia et sur pas mal de... Vous me direz, c'est pas une parole de vérité forcément, Wikipédia, mais apparemment, les chiffres de l'ONU sont un peu inversés par rapport à ceux de Radio Ukraine, c'est-à-dire LCI. Et donc, on se fait plaisir, mais ce n'est pas ça qui va aider les Ukrainiens. Premièrement, donc, ils ont un territoire en partie envahi. Deuxièmement, les Russes sont plutôt dans une logique de résilience, voire de succès relatif, plus encore que les Ukrainiens. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Troisièmement, je crois comme le colonel Beau, mais aussi comme le stratège que je citais la dernière fois, John Mearsheimer, que nous avons trahi les Ukrainiens, puisqu'ils allaient négocier, vous connaissez mieux que moi tout ça, mars 2022, ils étaient prêts à négocier, même des conseillers proches de M. Zelensky l'ont raconté, des pressions des Anglais, le voyage du Premier ministre anglais, vous connaissez tout ça, les Américains, qui ont poussé les Ukrainiens à ne pas négocier en échange de leur donner tout ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, etc. Et ce n'est pas vrai, on ne leur a pas donné tout ce qu'il faut, on leur a donné beaucoup. Je pense que les Américains et les Européens et les Occidentaux n'ont jamais donné autant à un pays par lequel on fait une guerre par procuration. Donc c'est beaucoup, mais ce n'était pas assez pour gagner. Ce n'était pas assez pour gagner, en tout cas, tel que les Occidentaux disaient que les Ukrainiens allaient gagner. Donc c'est une forme de trahison. Là, c'est pour ça que je comprends à la fois le point de vue de ceux qui sont contre cette guerre, mais je comprends aussi les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont été sacrifiés par les Occidentaux, non pas pour gagner. Le plus cynique dans cette histoire, c'est que, on le sait, c'est mathématique, on n'a pas donné assez de munitions, d'obus et d'avions et de forces pour que les Ukrainiens gagnent. Ça veut dire quoi? On leur a assez donné pour que les Ukrainiens épuisent un petit peu, saignent la bête russe, parce que c'est quand même épuisant pour les Russes, même si l'économie va mieux que celle de l'Europe. On leur a donné de quoi, ce qu'ils appellent la stratégie du bloodletting, faire saigner. La stratégie du bloodletting a été conçue par de nombreux stratèges, encore une fois américains, comme l'autre fois, je disais, c'est souvent les Américains qui formatent les concepts, mais c'est aussi la Rand Corporation, vous savez, ce think tank qui conseille le Pentagone, avait proposé en 2019 justement de faire saigner la bête russe, comment? En l'épuisant dans un bourbier, après l'avoir incité à regagner des territoires supplémentaires en Ukraine pour la mettre dans un bourbier qui ensuite serait un bourbier parce que les Occidentaux aideraient les Ukrainiens à affaiblir l'armée russe en la mettant dans ce bourbier inextricable, ce qui ferait chuter le gouvernement russe. Rien de tout cela n'est arrivé et les pauvres Ukrainiens meurent en masse de plus en plus. Là, il y a une grande polémique avec des concurrents de Zelensky, puisque quand on va commencer à mobiliser des jeunes Ukrainiens qui rêvent d'être occidentaux, ils vivent comme nous, même s'ils sont beaucoup moins riches, sont très pauvres, mais ils veulent vivre comme nous avec, vous savez, la société du plaisir, etc. Ça va être très difficile de mobiliser autre chose que des militaires aguerris ou des réservistes. Et là, je pense que dans l'année 2025, on risque d'avoir des surprises, notamment
le leadership, comme on dit, où la popularité de M. Zelensky va baisser. Il y a un nouveau concurrent qui s'appelle Yermak, un ancien conseiller de M. Zelensky, qui apparemment est en train de réunir des fonds avec des oligarques pour préparer l'après-Zelensky. On aura des surprises, en gros, en 2025 et 2024, parce que les Russes continuent à être plus résilients qu'on le croyait, et les Ukrainiens, je le répète, n'ont pas assez pour gagner. Et de nombreux analystes russes, y compris anciens proches de Zelensky, commencent à accuser Zelensky, finalement, d'avoir fait une guerre impossible à gagner, un peu comme Saakashvili, vous vous rappelez, qui avait voulu défier les Russes sans en avoir les moyens, et il avait plongé les Géorgiens dans un échec total, en ayant vu plus grand que ce qu'ils pouvaient faire, et en ayant cru surtout aux fausses promesses des Américains. Et là, il y a une constante depuis au moins un siècle. Les Américains ont toujours lâché leur proxy. Toujours. Bien sûr, on a parlé des Afghans, mais on a parlé aussi des Kurdes plusieurs fois. Les Kurdes ont été utilisés puis lâchés comme des malpropres d'un coup par les Américains, qui feront pareil probablement dans 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ans avec les Ukrainiens. Vous êtes géopolitologue, je l'ai dit, vous êtes l'auteur d'un livre avec Jacques Sopelza qui s'affiche à l'écran. Vous parliez du traitement de l'information par LCI. Il y a un traitement de l'information qui, outre-Atlantique, est assez différent, en fait, puisque, oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est assez factuel. Oui. Les analystes, même les journalistes américains, eh bien, regardent les cartes, connaissent d'ailleurs, pour certains d'entre eux, la réalité de la guerre, puisqu'ils ont été correspondants en Afghanistan, en Irak, etc. On a l'impression que, comme vous le disiez sur LCI, en France, le traitement de l'information ne se base pas automatiquement sur ce qu'il devrait, c'est-à-dire l'analyse des faits, avec une prise de recul en mettant de côté les émotions, les partis pris, etc., mais qu'on est effectivement dans une forme de propagande et aussi finalement un peu de jusqu'au-boutisme pro-ukrainien systématique, ce qui les amène à dire souvent beaucoup de bêtises ou des inexactitudes, etc. Comment le géopolitologue que vous êtes analyse le traitement de l'information qui est fait, l'analyse qui est faite de cette guerre en France ? Moi, je pense que c'est même assez révoltant. Et pourtant, je ne parle pas d'un point de vue pro-russe qui viserait à ce qu'il y ait des médias qui défendent Poutine ou cette agression. Pas du tout. Mais je trouve que c'est rendre service à personne que de faire croire que la propagande du porte-parole de la présidence ukrainienne ou du porte-parole de l'armée ukrainienne est une parole de vérité. C'est comme quand on nous dit 25 000, 26 000 morts à Gaza, selon le ministre compétent du Hamas. Depuis quand le Hamas dirait la vérité? Un groupe totalitaire, islamiste, radical et terroriste. Mais même, sans parler de manière négative du Hamas, même si le Hamas est un mouvement de résistance tout à fait noble, depuis quand un mouvement qui est attaqué, ou un groupe qui est attaqué par quelqu'un d'autre, aurait intérêt à dire la vérité? Si on raisonne par l'absurde, même si la personne est le bon, le gentil et la victime, c'est pas parce qu'on est bon, faible, victime et agressé qu'on dit que de la vérité. Moi-même, si j'étais agressé par plus fort que moi, c'est la ruse. J'aurais intérêt à exagérer les griefs contre mon agresseur pour essayer que plus fort aille régler le compte à mon agresseur. Donc, même quand l'autre est sans tâche, admettons, personne n'est sans tâche, mais même si les Ukrainiens étaient totalement sans tâche, il est fou de relayer la propagande officielle de l'armée et de la présidence ukrainienne, et c'est ce que l'on fait dans ces émissions LCI, BFM ou autres, hein, ou les journaux. Moi, je suis stupéfait que c'est même pas des think tanks. Il existe des think tanks ukrainiens beaucoup plus modérés que LCI. Le colonel Beau cite souvent la presse anglo-saxonne et la presse ukrainienne, dans laquelle on peut trouver, comme Tcheskovic, un ancien conseiller aussi de Zelensky. On trouve des sites d'opposition qui ne sont pas pro-russes, mais qui sont critiques vis-à-vis de Zelensky, ukrainiens donc, qui ont une vision beaucoup plus mesurée. Donc, en quelque sorte, les Européens se sont devenus des gallo-romains, c'est-à-dire des gallo-américains, c'est-à-dire qu'ils sont presque ridicules à vouloir imiter le maître, et parfois, ils vont plus loin que le maître, c'est-à-dire l'Américain qui est un petit peu, en partie, selon moi, à l'origine de cette guerre, qui sacrifie les vies ukrainiennes de manière horrible en leur promettant une guerre qu'ils ne pourront pas vraiment gagner et leur donnant pas assez d'armes pour gagner.
je pense que nous sommes ridicules parce que nous sommes une caricature de ce que voudrait l'Amérique. L'Amérique a délivré un mensonge pour fabriquer une guerre par procuration, parce qu'elle ne veut pas une guerre directe contre la Russie. Elle aurait voulu un regime change, elle aurait voulu faire tomber le régime russe en attirant les Russes dans un bourbier, on connaît, puis en plus elle a vendu son gaz de schiste, on connaît tout ça. Mais finalement, la presse américaine est moins dupe de ces mensonges et de ces gesticulations typiques des libéraux hégémoniques, comme dit Bersheimer. Hein. Libéral hégémonique, ce n'est pas une insulte, c'est le terme qu'on utilise pour parler de la stratégie interventionniste des démocrates américains. Et je pense que nous sommes ridicules. Je pense qu'un Américain doit rigoler quand il regarde LCI et un certain nombre de presses d'Europe de l'Ouest, parce qu'il doit sûrement se dire, mais chez nous, il y a beaucoup plus de mesures. Je ne parle pas que de l'officier McGregor, qui a un parti pris. Oui. Mais moi, je vois beaucoup de vidéos en ce moment, je suis stupéfait. Je découvre des nouveaux noms, je regarde des colloques qui ont été enregistrés, pas uniquement avec John Mearsheimer, mais il y a plein de noms que je ne connaissais pas, des grandes institutions, des grands think tanks américains qui ont pignon sur rue, qui organisent des colloques, et on voit des voix extrêmement critiques vis-à-vis de l'interventionnisme américain. Et souvent, les Américains, d'ailleurs, ne sont pas anti-ukrainiens, ni pro-russes, encore moins pro-russes. Mais ils disent, nous trahissons les Ukrainiens en leur faisant croire qu'ils vont gagner, alors que nous ne leur donnons pas, on leur donne beaucoup, mais pas du tout assez pour gagner. Et ça me paraît être d'une extrême hypocrisie. Et nous qui voulons le zéro mort, ça veut dire qu'en fait, les Occidentaux veulent le zéro mort pour eux. Mais ils adorent les morts chez les autres, ce qui est complètement inacceptable du point de vue du monde non occidental. On adore que les Kurdes, que les Afghans résistants et que les Ukrainiens meurent pour nous, pour l'extension de l'OTAN ou pour l'Amérique ou pour l'Europe. Mais nous, on veut zéro mort. Enfin, il y a quand même un extrême deux poids, deux mesures qui est choquant, qui se reflète dans ces médias serviles, qui sont beaucoup plus méprisables et ridicules et caricaturales que les médias américains. Alors, dans cette guerre, il y a des constantes et des changements. Vous le rappeliez, c'est un peu l'ADN de la géopolitique. Pour les Anglais, ça n'a finalement pas changé grand-chose, puisqu'ils sont en opposition avec la Russie pour le contrôle de la route de la soie dès le 19e siècle, etc., ce qu'on a appelé le grand jeu, le contrôle de la mer Noire. Pour les Français et les Allemands, ça a quand même changé pas mal de choses, parce que les Allemands et les Français se sont coupés du développement industriel et commercial, économique qu'ils connaissaient en Russie. Ça a aussi bouleversé la donne de la géopolitique de l'énergie pour ces pays européens. Est-ce que cette guerre, finalement, elle a changé, à votre avis, durablement la problématique géopolitique pour la France et l'Allemagne, par exemple, ou est-ce qu'on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, après cette guerre, à un rapprochement de ces deux pays avec la Russie? Alors, un expert de l'énergie me disait récemment, on n'aura pas d'autre choix que de reprendre langue avec les Russes, au moins pour avoir du gaz russe par gazoduc. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie de transition énergétique, contrairement à ce que l'on croit. Le gaz qui n'est pas du gaz de schiste et qui est du gaz par gazoduc, comme le gaz russe, est parmi les hydrocarbures ce qu'il y a de moins polluant et de moins problématique. Et en plus, comme il n'y a pas besoin de le gazifier après l'avoir liquéfié, il n'y a pas besoin de le porter par des bateaux avec des terminaux très compliqués et assez dangereux à manier, c'est un gaz le plus écologique des gaz, qui lui-même, le gaz, étant sur les trois grands hydrocarbures, charbon, pétrole et gaz, le moins polluant. Donc c'est un échec total pour l'agenda écologique qu'affiche l'Union européenne, puisqu'on est revenu au charbon. La France achète même, quand elle est en pic, quand elle est en manque, elle achète même de l'électricité produite par des Allemands à partir du charbon, ce qui est complètement fou. Nos parcs nucléaires sont vieux. Le rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas une opinion opinionniste, depuis des années a montré, à l'époque, c'était Madame Pappalardo qui était la conseillère d'État chargée. Elle était à la Cour des comptes, elle a été à l'origine de ce rapport historique sur le parc nucléaire. C'était catastrophique. On avait des milliards et des dizaines de milliards, au moins 50 milliards à investir pour rénover le parc nucléaire. On voit bien que nos hommes politiques n'ont absolument rien fait. Donc on n'a pas le nucléaire de repli. Le nucléaire est en dessous de ce qui devrait être. Et on a 20 ans de retard sur le nouveau nucléaire.
On n'a même pas fait le nucléaire au thorium, c'est un nucléaire, vous savez, beaucoup moins dangereux avec le recyclage des déchets. On n'a même pas envisagé les filières du nucléaire propre qui pourtant existent avant la fusion. C'est un ratage total. Et on revient au charbon dans une partie de l'Europe. Et le nucléaire, je le répète, on a laissé nos centrales vieillir. On a un retard énorme sur les nouvelles centrales. Donc on achète du gaz de schiste azéri, ce qui est très démocratique, pour remplacer du gaz, du gaz russe. Et on achète du gaz algérien, mais ils n'en ont plus assez pour nous, ils ont préféré les Italiens. Donc en plus, on est les cocus de cette histoire. Les Italiens nous ont doublés en surfant sur la haine anti-française qui est maintenant générale en Afrique. On a du gaz qatari, charmant, c'est le gaz du pays qui finance les frères musulmans et de nombreux djihadistes. Et on a du gaz américain de schiste, qui est le pire, le plus anti-écologiste des gaz, puisque c'est la fracturation hydraulique, avec beaucoup de produits chimiques et d'eau, et des explosions de paysages qui font des mini-tremblements de terre. Enfin, c'est une destruction. On a des paysages lunaires après. Et ça, on trouve que c'est merveilleux. Mais pour nos auditeurs, le plus stupéfiant, c'est que non seulement on achète toujours du gaz russe et du pétrole russe, démarqué, c'est-à-dire par intermédiaire, malin, azéri, ou le pétrole par les Indiens et leurs usines de raffinage. Mais en plus, on n'a jamais interdit l'achat de gaz russe cher. Il y a 2 gaz russes, si on est schématique. Le gaz pas cher, contrat à long terme, gazoduc, c'est le gaz qui a été banni en Europe, puisqu'il permettait la jonction Allemagne-Russie. C'était Nord Stream 1 et 2, que des proxys des Américains, un commando ukraino-polonais, auraient fait exploser pour le compte de la CIA. Maintenant, on en est à peu près sûr. Les enquêtes du tribunal allemand et de Seymour-Hersh convergent plus ou moins. En tout cas, ce n'est pas le camp russe, c'est le camp opposé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gaz russe cher, qui n'est pas par gazoduc, le gaz qu'on achète par bateau, par contrat spot, le gaz spot, donc qui est du gaz qui n'est pas du tout le même que par gazoduc, liquéfié, que l'on doit liquéfier et regazifier. Ce gaz-là, on a augmenté de 43% son importation légale. Ça veut dire quoi? Que les sanctions étaient totalement suicidaires. Elles visaient non pas à rendre l'Europe cohérente en n'ayant plus de gaz d'un pays qui serait méchant. Elle a permis à l'Amérique de rendre achetable que le gaz russe ou pas russe très cher, ce qui rentabilise le gaz de schiste américain, qui n'est rentable que quand il y a un prix du baril. Vous savez que souvent le baril de pétrole donne le ton et le prix du gaz est fixé au niveau du marché spot. Donc en fait, le gaz, c'est le gaz de gazoduc russe sûr, écologique et peu cher, grâce à sa qualité, à son extraction qui est moins compliquée que le gaz de schiste. C'est lui qui a été banni. Le gaz russe n'a pas été banni lorsqu'il est au prix du marché mondial. Ça montre bien qu'on achète du gaz et du pétrole russe par intermédiaire ou directement quand c'est un gaz qui n'est pas trop concurrent du gaz de schiste puisqu'il est à prix élevé. Donc c'est une totale hypocrisie. Ça veut dire qu'on n'a même pas limité l'importation de gaz et de pétrole russe. J'en veux pour preuve que, selon Marc Toiti, la croissance russe économique va être de 3 à 3,6% quand l'Europe n'aura même pas la moitié. La Russie est bien plus résiliente qu'on le croit. Et le pire, c'est que la Russie vend toujours plus qu'avant la guerre. Ou plutôt, elle vend moins en volume, mais elle vend toujours plus en argent. Elle gagne plus d'argent qu'avant la guerre. Malgré les sanctions, la Russie gagne plus d'argent en vendant son gaz et son pétrole de manière directe ou indirecte, légale ou illégale. Elle se gave plus qu'avant. Ça veut dire que la guerre n'a absolument pas atteint l'objectif d'empêcher l'achat d'énergie russe. Et les Américains achètent toujours du palladium. La Russe a certains métaux précieux que personne n'a et certaines matières précieuses. Et les Américains ont augmenté, je crois, de 50% sur l'année 2022 l'achat d'uranium russe. Donc vous voyez, tout cela est une immense hypocrisie. La conclusion qu'on peut avoir, c'est que c'est un véritable harakiri pour l'industrie européenne. Comme vous le savez, les entreprises extrêmement importantes de l'industrie allemande comme BASF doivent délocaliser en Inde, en Chine ou aux États-Unis. De nombreuses boîtes américaines, je ne connais pas les noms, d'autres sociétés importantes, notamment automobiles, ont commencé à délocaliser une partie de leur activité en Amérique, puisque le gaz y est 3 à 5 fois moins cher. Donc le bilan est tout de même d'un véritable suicide économique. Et donc à qui profite le crime? À court terme aux Américains, à long terme aux Turcs et aux Chinois. Mais surtout pas aux Européens. Les Européens sont les véritables dindons de la farce de cette guerre. Et je le dirais même si j'étais fanatiquement anti-russe et fanatiquement pro-ukrainien. Je ne le dis pas
parce que je parlerais d'un point de vue pro-russe, comme on m'a souvent accusé, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous, en géopolitique, quand ce n'est pas notre pays qui est concerné, je suis comme Mearsheimer en Amérique, on est assez neutre. Quand ce n'est pas notre pays qui est en jeu, notre tradition, à nous les géopolitologues, c'est de ne pas faire du jugement moral et de ne pas se mêler des affaires des autres. C'est de l'analyse froide. L'analyse froide. Justement, alors, en parlant d'analyse froide, on comprend bien que les États-Unis ont un intérêt à cette guerre à court terme, puisque ça permet de vassaliser l'Europe, de la couper de l'énergie, d'une partie de l'énergie russe. Ça permet aussi de faire fonctionner les usines d'armement à plein, de vendre à la Pologne, etc., tout un tas de pays du matériel neuf ou d'occasion. On voit bien l'intérêt. Est-ce qu'on observe aussi, dans le même temps, un mouvement un peu de rejet? On a parlé de la dédollarisation qui s'est amorcée. On a vu le rapprochement de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Est-ce qu'à moyen terme, les États-Unis sont aussi gagnants qu'ils le sont à court terme? Alors, je pense qu'à moyen terme, ils le seront moins qu'à court terme, ça c'est sûr, puisqu'à court terme, c'est un jackpot total, extension de l'OTAN. L'OTAN, c'est pas que américain, c'est que 2 pays américains, c'est surtout européen au niveau géographique, mais l'OTAN, c'est quand même ce qui permet, au titre de l'interopérabilité des armes, ça permet de motiver les nouveaux pays à acheter des armes américaines, donc c'est un jackpot total. On a parlé aussi de l'industrie, du gaz de schiste. Par contre, à moyen terme, je ne sais pas, mais à long terme, je serais prêt à parier que la masse de dollars utilisée qui permet à l'Amérique, avec son armée et son soft power, d'être dominante, cette masse de dollars qui reste importante, la dollarisation, contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs, la dollarisation n'a pas vraiment commencé. Aujourd'hui, on reste à 95 ou 97 ou 88, ça dépend des chiffres. En gros, autour de 90, un peu plus % d'utilisation du dollar dans les échanges dans le monde. Ça n'a pas bougé, mais par contre, ce qui est nouveau, ça a cessé d'augmenter. Mais ça n'a pas beaucoup bougé. Donc on n'est pas encore dans la dédollarisation. Ça viendra, à mon avis, très lentement. L'instrument que veulent mettre en place les BRICS n'a pas marché. Le directeur de la nouvelle banque des BRICS a même dit lui-même que probablement ce ne serait pas une vraie monnaie, ça va être une sorte un peu comme des droits de tirage spéciaux, ou alors une monnaie virtuelle qui va servir d'échange. Il y a beaucoup de troc aussi. Mais donc, à moyen terme, je ne sais pas, mais à long terme, c'est presque certain qu'à un moment, tout empire périra et l'empire du dollar va cesser, puisque des pays ont déjà commencé. Vous savez, moi je crois aux brèches, le fait que l'Arabie Saoudite, même si elle l'a fait, en fait, surtout pour ennuyer pour ennuyer Biden. Vous savez que MBS est un bédouin très rancunier. Et quand Biden est arrivé au pouvoir, en tant que libéral hégémonique, il a insulté Poutine de criminel et il a insulté MBS de criminel qu'il faudrait traiter comme un paria. MBS, vous savez, en Arabie Saoudite, les Bédouins et les chameaux ont un point commun, ils ont la rancune. Il n'y a pas de mépris quand je parle de chameaux, au contraire, c'est assez amusé. Et il y a ce côté fierté qu'on a heurté. Et MBS, Mohamed Ben Salman, pour nos auditeurs, n'est pas du tout quelqu'un qui oublie. Et il veut faire payer et faire boire jusqu'à la lie à Biden son insulte. Il a insulté un chef d'État en exercice. Ça ne se fait pas, même si Khashoggi a été tué dans des conditions atroces. Donc même si Biden a commencé à dire qu'il était pour la dédollarisation, donc payer le dollar autrement qu'en dollars, c'est-à-dire notamment en monnaie chinoise, même s'il l'a fait pour ça, il a ouvert une brèche. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose en dédollarisation. Mais la brèche étant ouverte, l'Amérique et l'Occident étant détestés, et surtout les lois extraterritoriales, Joe D'Amato Kennedy des années 90, votées par les libéraux démocrates américains, vous savez, c'est des lois à portée extraterritoriale qui permettent de punir n'importe qui, n'importe quand, s'il a un US person dans sa chaîne de business. Ça veut dire si vous vendez un matériel dans un pays que l'Amérique considère voyou, ça peut être juste une pièce détachée d'une voiture, ça peut être un agent qui est citoyen américain, ça peut être une banque américaine, ça peut être une devise américaine, un moyen de paiement américain. Si vous utilisez une US person dans votre business, donc pour ceux qui veulent faire du business, qui nous écoutent, qui nous voient dans des pays que l'Amérique a listés comme blacklistés, donc des pays parias, il faut avoir aucun élément américain dans le circuit commercial. Sinon, on peut être frappé d'une amende extrêmement lourde qui, si elle n'est pas payée,
entraîne la saisie de tous les avoirs que l'on peut posséder aux États-Unis. C'est pour ça que la BNP Paribas, si elle ne payait pas les 9 milliards, ce qui était énorme pour juste 150 millions d'euros d'affaires, eh bien, elle se faisait saisir tous ses avoirs aux États-Unis, elle perdait toutes ses licences. Donc l'Amérique, en associant une monnaie qui normalement est fondée sur la confiance, en associant une monnaie à des sanctions extraterritoriales illégales, coercitives, donc c'est une forme de hard power, c'est la coercition, c'est un peu comme une guerre, eh bien le dollar est associé à la peur aujourd'hui. Tous les pays qui ne sont pas très démocrates, qui ne sont pas trop wokistes, qui ne sont pas trop démocrates, qui ne sont pas trop libéraux, qui ne sont pas bien vus par le deep state américain ou les démocrates américains, ou les néocons américains, et pas que les démocrates, tous ces pays-là se disent un jour, quand j'aurai une US person dans mon circuit commercial, je vais être saisissable. Et on va un jour, et le précédent de la guerre en Ukraine a été à mon avis très mauvais, le fait d'avoir saisi des avoirs souverains russes dans le monde, des investissements russes dans le monde et donc des devises russes et ce que les Russes possédaient à l'extérieur de leur pays, donne un message très grave. Ça veut dire que les pays qui donnent des leçons de capitalisme et de propriété privée, défense de la propriété, ces fondateurs aux États-Unis, ont saisi comme des communistes des biens comme si la propriété n'existait pas. D'ailleurs, pour nos auditeurs, beaucoup d'oligarques ont récupéré des biens. On ne le sait pas. Il y a des oligarques qui se sont fait confisquer des biens, mais ils ont gagné des procès par la suite. Ce n'est pas si clair que ça, parce que la saisie de propriété souveraine de quelqu'un qui le possède légalement est totalement illégale, normalement, dans le droit des pays occidentaux. Donc on s'est entraîné dans les lois extraterritoriales, des sanctions extraterritoriales et des saisies d'avoirs qui sont totalement contraires au droit international, et ceci va entraîner un élément de méfiance vis-à-vis des systèmes de paiement occidentaux. C'est déjà le cas, le système MIR, le système Union Pay, donc les Chinois, les Russes et bientôt les Indiens et d'autres sont en train de mettre en place soit du troc, soit des systèmes de paiement qui ne passent plus par SWIFT ou par d'autres systèmes de paiement euro-américains. Donc ça va faire perdre à la NSA, donc la National Security Agency, en plus la vision de ce qui se passe. Parce que quand vous n'employez plus de systèmes de paiement occidentaux, eh bien les Five Eyes, vous savez, les 5 pays anglo-saxons qui gèrent le renseignement mondial, vous savez que pour nos auditeurs, tous les pays anglo-saxons ont formé depuis des années une alliance qu'avait dénoncée Snowden, réfugié à Moscou, l'alliance des Five Eyes, 5 pays anglo-saxons qui mettent en commun tout le renseignement, y compris sur nous, sur leurs propres alliés, pour en faire bénéficier la NSA, qui elle-même coopère avec les GAFAM, donc les réseaux sociaux et les ordinateurs et les iPhones et tout ça. En fait, on est espionné en permanence par ces anglo-saxons. Donc toutes ces machines d'espionnage, d'ingérence, de systèmes de paiement, de lois extraterritoriales et d'impérialisme du dollar, c'est vrai que moi, si j'ai un ami qui est trader de matières premières agricoles, il me dit, mais pourquoi on devrait éternellement coter en dollars les ventes à la bourse de Chicago, ou alors pour l'énergie, c'est pareil. Pourquoi on devrait payer les produits, les matières premières ou les énergies en dollars? À quel titre on serait obligé de n'échanger qu'en dollars? Et là, à long terme, il y aura une révolte sur ce domaine, même si ça va mettre beaucoup plus de temps que ce que les anti-américains primaires disent. Ça va se faire, à long terme. On se souvient que dans cette guerre, au début de la guerre, certains pays européens, comme l'Allemagne, la France, ont essayé de jouer un peu un rôle de médiateur. On se souvient d'Emmanuel Macron, de Scholz, essayer de discuter avec les deux parties, etc., essayer de trouver un terrain d'entente. Sans succès. Que pèse aujourd'hui l'Europe, les pays européens, les dites grandes puissances européennes dans ce conflit? On peut donner comme exemple Scholz. Monsieur Scholz, en Allemagne, donc le chancelier allemand, était totalement contre les sanctions sur le gaz, alors que la Russie était en train de marcher sur Kiev. Donc elle avait l'air de vouloir conquérir toute l'Ukraine. Donc pire que maintenant. Malgré cette annonce et ce qui se disait, ce que la Russie avait l'air de vouloir faire, même si c'est pas ce qu'elle voulait faire, hein, c'était à mon avis une diversion, mais bon, il y a un changement de régime, mais ce n'était pas forcément prendre toute l'Ukraine. Si dans la vision maximale de la conquête russe, les Allemands ne voulaient pas mettre le gaz dans les sanctions, ça montre bien que ce n'est pas d'un point de vue moral que les Allemands ont fini par inclure dans les sanctions le boycott du gaz russe.
c'est parce qu'ils ont été les obligés et à un moment, ils ont cédé aux pressions soit du deep state américain, mais pas que. Les Américains ont beaucoup exercé de pression, depuis très longtemps d'ailleurs sur l'Allemagne, contre Nord Stream 1 et 2 et contre le gaz russe, mais aussi parce que nous sommes, comme on l'a dit l'autre jour dans l'entretien précédent, nous ne sommes plus dans des démocraties. On a bien vu que le peuple ne peut plus voter les lois, c'est les conseils constitutionnels qui font des OPA juridictionnels avec les droits de l'homme sur les articles de la loi. On voit bien qu'on est dans des médiacraties où les deux vrais pouvoirs sont les médias, donc ceux qui font l'opinion, et les juges. Dès lors que ce sont les médias et les juges qui font l'opinion, aujourd'hui, un homme politique peut, comme M. Scholz, dire « Moi, sécurité nationale, industrie allemande, je ne veux pas boycotter le gaz russe ». Mais quelques temps plus tard, il va céder parce que les écologistes, les partis politiques, qui sont quand même, surtout ceux de gauche, qui sont très liés aux médias, réussissent à encercler la personne dans la guerre informationnelle. Et l'homme politique qui n'est pas dans le vent, c'est comme pendant les révolutions arabes, rappelez-vous, moi je me rappelle, j'étais à France ce soir, on ne pouvait faire des articles que dithyrambiques sur la merveilleuse révolution arabe qui allait porter les frères musulmans au pouvoir. Et comme Erdogan en 2000, c'était des frères musulmans qui étaient des islamo-démocrates, ça allait être merveilleux, il fallait un changement de régime général, le monde arabe allait devenir démocrate et libéral. Je me rappelle, on ne pouvait pas dire autre chose. Et quand nous disions, nous, au début du printemps arabe, attention, ça va peut-être finir avec un printemps arabe, ça finira avec un hiver islamiste et des chaos et des guerres civiles. C'est ce qui s'est passé au Yémen, en Syrie, etc. Donc vous voyez, dans une médiacratie, même quand on sait que quelque chose ne va pas se passer comme cela, si c'est à la mode de le dire, un homme politique aujourd'hui, il doit être dans le créneau. Vous savez, comme des couloirs aériens, il doit s'engouffrer dans tel créneau. Là, je ne peux pas dire autre chose que ça en ce moment, sinon je vais apparaître facho, pro-russe, c'est le syndrome Gérard Schroeder, bientôt on va dire que je suis payé par Gazprom, pour ne pas subir l'opprobre des faiseurs d'opinion qui ne sont pas l'opinion publique. Je ne crois absolument pas à l'expression opinion publique, ça ne veut rien dire. Il y a une opinion des gens de base qui est souvent assez foi du charbonnier, terre à terre, pour la peine de mort, pour des valeurs traditionnelles, pour les frontières. Et il y a les opinion makers, encore un concept américain, ça montre bien ce que ça veut dire. Quand les Américains parlent de opinion makers, c'est plus franc que nous. Il y a des gens dont la profession est de fabriquer l'opinion. Et l'opinion publique n'est que le résultat des professionnels qui formatent les idées parce qu'ils détiennent les... Donc vous voyez bien que les hommes politiques ne veulent pas suivre leur peuple ni leurs intérêts nationaux. Scholz était contre les sanctions sur le gaz. Il a été obligé de finir par être pour, sinon en gros c'était le salaud sartrien. Il était traité d'ordure, de salaud, et il voulait être du côté des gentils qui vont aider les gentils contre les méchants. Donc vous voyez, nos hommes politiques, à cause du règne de l'opinion et de la société spectacle, ne sont plus en mesure entre l'intérêt national et surfer sur la vague de l'idée à la mode. Ils sont obligés de choisir le créneau, le couloir aérien de l'idée en vogue pour ne pas apparaître comme un salaud, même si c'est au détriment de l'intérêt national. Comment, selon vous, peut évoluer, se terminer cette guerre? Est-ce que vous croyez qu'il y a une volonté des Russes, je dirais, de pousser beaucoup plus loin que le Donbass, c'est-à-dire de prendre la ville de Kharkiv, de prendre même jusqu'à Odessa, comme certains le disent, jusqu'à Lvov, voire jusqu'à la Moldavie, la Roumanie, etc. Et deuxième question, croyez-vous que les Américains puissent faire avec les Russes ce qu'ils ont fait avec les talibans, c'est-à-dire signer un accord de paix, alors avec les talibans au bout de 20 ans de guerre, mais là avec les Russes au bout de 2, 3, 4 ans de conflit par proxy? Moi je crois qu'effectivement le scénario le plus probable, c'est même pas l'Afghanistan, c'était plus court dans le temps, parce que là je pense que ça ne va pas mettre 20 ans, c'est l'Irak. Qu'est-ce qui se passe en 2007 ? Rappelez-vous, 2006-2007, les Américains font la politique du surge, avec la théorie de général Petraeus, plus d'hommes, plus de moyens, parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes, renforcement des moyens, et politique d'ingénierie sociale, mais aussi d'aide, d'accompagnement aux tribus sunnites fidèles aux Américains. Et on fidélise des tribus sunnites en Irak, et c'est un succès total, extraordinaire. On a une partie de la société qui est impliquée, qui est incluse, et qui voit leur intérêt à se battre contre, d'une part, les djihadistes, de l'autre part, les forces chiites. Et tout à coup, alors qu'il y a eu ce surge, cette politique assez ambitieuse qui donnait vraiment les moyens de faire de l'ingénierie sociale
pour un nouvel Irak où les sunnites seraient intéressés politiquement à construire un nouvel Irak, pour des raisons de politique intérieure, parce que Obama, finalement, il est très proche de Trump et de Sanders au début. Il est assez anti-interventionniste. Il est interventionniste, mais beaucoup moins que tout le reste du Parti démocrate. Et il veut, c'est une promesse de campagne, se retirer de l'Irak. Et là, il le fait d'un coup, sans service après-vente, alors qu'on a fait le surge. On fait l'inverse opposé 2 ans plus tard. Vous imaginez, là, on est à 2 ans du début de la guerre en Ukraine. 2 ans après le surge, on fait l'inverse, on se retire, et les tribus sunnites que l'on a payées et que l'on a inclus dans une logique de politique de reconstruction, mais qui ont pris des risques contre les chiites, on les abandonne et ils se font massacrer par les chiites. Et ça explique, entre autres, avec la libération trop massive de prisonniers, ça explique le succès de Daesh, des anciens d'Al-Qaïda en Irak devenus État islamique en Irak, emprisonnés entre-temps, dont El-Baghdadi et d'autres, des anciens de l'armée irakienne ou des anciens salafistes que Saddam avait réutilisés, ou carrément des purs combattants d'Al-Qaïda qui n'ont jamais été pour le régime, se réunissent tous, coagulés par El-Baghdadi. Et pourquoi ils conquièrent des villes entières sans avoir à coup férir? Parce que les Américains avaient utilisé les sunnites, et comme les Kurdes plus tard en Syrie, ils les abandonnent sans transition, en les laissant se faire dépecer par les chiites. Et c'est pour ça, je ne dis pas ça, c'est comme l'autre fois sur le cerveau des djihadistes, je ne dis pas ça pour minimiser les djihadistes, mais en géopolitique, on doit comprendre l'autre. Le succès de Daesh ne vient pas uniquement parce que ces masses d'Arabes seraient tous des sanguinaires qui adorent les massacreurs. Ils ont vu Daesh comme des libérateurs. Les sunnites ont vu Daesh comme des libérateurs parce que ces mêmes sunnites qui avaient été entraînés par les Américains à être du côté donc des collaborateurs, du côté de l'impérialiste américain, ils ont été abandonnés à leur triste sort, un peu comme les Harkis ou De Gaulle, que l'on a livrés au FLN sans armes. On a même fait une loi, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment frappé. On a laissé des soldats pour notre pays. On les a laissés désarmés. Il y a même eu une loi qui avait été passée à l'époque, votée à l'époque, un décret, pour empêcher les Harkis qui réussisseraient à se faufiler dans les bateaux, les renvoyer se faire tuer en Algérie. C'est un peu ce qu'on a fait en Irak. Et je pense que ça va se faire un moment en Ukraine, quand il y aura un intérêt national américain ou électoral encore plus probable à le faire, comme la promesse de campagne d'Obama, on lâchera les Ukrainiens, qui ont déjà été trahis une fois, il faut le répéter, parce qu'on leur a donné beaucoup d'armes, mais pas assez pour gagner. Les Russes produisent en quelques mois ce que les Américains n'arrivent pas à produire en 1 an en termes de munitions. Ils ont besoin de 18 millions de munitions, on leur a promis 1 million, l'Europe, qu'on n'est même pas capable de leur donner tout de suite. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en termes de moyens, les Ukrainiens n'ont pas de quoi résister à l'artillerie russe. Donc on voit bien qu'on s'est foutu des Ukrainiens, on les a utilisés comme des gens qu'on emmène au charbon, juste pour essayer d'affaiblir le russe, ce qui ne va même pas l'affaiblir en fait. Ça va arriver à l'effet inverse, puisque les Russes sont en économie de guerre, ils relancent plein de pans industriels militaires, mais aussi non militaires. Donc c'est une catastrophe totale. Notre stratégie va s'arrêter, parce que comme elle ne marche pas, à un moment, on va tout arrêter, et on va laisser les Ukrainiens à leur triste sort, c'est-à-dire devant négocier dans des termes beaucoup moins favorables aujourd'hui que ce que cela a été possible en mars 2022, quand il y avait une tentative de négociation que voulait Zelensky lui-même, mais que les Anglais et les Américains, mais en premier les Anglais, et là on retrouve la stratégie de la perfide Albion, diviser l'Europe, exciter les Européens les uns contre les autres. Les Anglais ont très très bien joué dans leur tradition de faire s'exciter les Russes contre les Ouest-Européens. Et la théorie qui prête à Poutine et aux Russes une intention de pousser au-delà de l'Ukraine, j'ai oublié de répondre. vers la Roumanie, vers la Pologne, etc. Est-ce que, de votre point de vue, c'est crédible, ou ça relève plutôt d'un élément de langage, d'une propagande pro-ukrainienne? J'y crois pas trop pour la Moldavie, même si on met de côté la Transnistrie, pour nos auditeurs, donc, qui est déjà... il y a une présence militaire russe en Transnistrie, mais dans la Roumanie qui abrite la Transnistrie, dans la Moldavie qui abrite la Transnistrie, j'en parlais récemment avec un Moldave qui travaille à l'Union européenne, et il me disait mon pays est attiré par l'Union européenne, mon pays est attiré par l'Occident, mais au moins la moitié dans mon pays sont pro-russes. Donc la Moldavie n'est pas assez perdue pour les Russes pour que ça vaille la peine
de les conquérir par la force. Aujourd'hui, la Russie a encore beaucoup de moyens pour mettre en œuvre des proxys et des réseaux de solidarité pro-russes en Moldavie. Ce serait stupide d'utiliser le hard power en Moldavie. La Transnistrie, elle est déjà occupée par... Il y a déjà quelques bataillons russes qui sont présents. La Roumanie, en tant que base majeure de l'OTAN, vous savez que les Américains, dans les années 2004, c'est ce qui a rendu les Russes... de leur point de vue légitimement hystérique contre nous, c'était les néoconservateurs américains de George Bush qui voulaient mettre des batteries missiles et antimissiles dans toute l'Europe de l'Est, soi-disant pour protéger l'Europe de l'Est contre les Iraniens, ce qui était complètement... Alors on ne voit pas en quoi les Iraniens menaceraient la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et la Roumanie. Et Obama, qui était quand même moins interventionniste et moins fou que les néoconservateurs, avait réduit ça à la Roumanie. Et depuis, la Roumanie, avec les fameuses bases tournantes et permanentes, est le lieu où il y a le plus d'antimissiles américains, mais un antimissile reste un missile, et les Russes le voient comme quelque chose d'assez dangereux. Mais la Roumanie est trop une base américaine et otanesque aujourd'hui pour que les Russes l'agressent frontalement, ce qui serait complètement fou de la part des Russes d'être en guerre. Là, on serait obligé de riposter parce que ce n'est pas un petit pays de l'OTAN, c'est un pays où il y a des bases rotatives et permanentes et des appareils, enfin, et des armes antimissiles stratégiques. Donc je ne vois pas la Pologne encore moins, et les pays baltes, on y songe, beaucoup en parlent, mais en tant que vraiment le pays le plus pro-américain, le plus anti-russe et qui a adhéré d'ailleurs à l'OTAN avant même la Croatie, c'est un pays qui, à mon avis, est trop lié à l'OTAN et à toute cette bordure, cette fameuse Intermarium. Je ne vois pas l'Amérique agresser les pays baltes. Par contre, il y a un petit risque dans les pays baltes et à Kaliningrad. Si les pays baltes, les Polonais et les anti-russes en général de cette région encerclaient, mettaient Kaliningrad sous embargo, ce qui est déjà un peu le cas, en rendant difficile pour nos auditeurs, Kaliningrad, c'est une enclave russe qui donne un accès à la mer Baltique pour les Russes, même s'ils ont un autre accès, c'est entre la Pologne et les pays baltes, donc il y a une sorte de petit bout de Russie. Si ce petit bout de Russie encerclé par des pays de l'Union européenne était étouffé, ça pourrait non pas donner l'idée, mais obliger les Russes à faire quelque chose, et là ça pourrait déraper, c'est assez effrayant, et là c'est la folie des pays d'Europe de l'Est, que de nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre, parce que ce n'est pas la guerre des Français, c'est même pas la guerre des Américains. Si on raisonne, les grands stratèges américains de l'école réaliste disent c'est pas notre guerre, c'est une guerre hystérique. Je peux les comprendre, ces pays de l'Est, d'avoir une haine folle envers la Russie. Mais la haine n'est jamais un bon conseiller. Même en combat, il faut être froid. Et donc, on ne devrait pas être entraîné par ces pays revanchards qui veulent nous lancer dans une croisade anti-russe qui serait extrêmement problématique et qui finirait très mal. Donc c'est possible pour les pays baltes à la condition que les pays baltes étouffent avec les Polonais Kaliningrad et que les Russes soient obligés alors qu'ils ne veulent pas. Donc en tout cas, ils ne veulent pas intervenir militairement dans les pays baltes. Mais c'est vrai que les pays baltes, qui est une zone extrêmement stratégique, c'est le premier échelon de guerre asymétrique pour les gens, les services spéciaux français qui sont basés là-bas. Moi, j'ai un ami de la DRM qui est basé là-bas. C'est le premier échelon. C'est là qu'il y a le plus haut risque de conflits de haute intensité avec Odessa. Ça répond à la deuxième partie de votre question. Je pense que les Russes peuvent être tentés d'aller jusqu'à Odessa. Mais là aussi, s'ils avaient le manque de sagesse, et ça m'étonnerait, mais s'ils avaient le manque de sagesse de vouloir priver totalement l'Ukraine d'un accès à la mer, sachant que les filiales de BlackRock possèdent 43% du blé ukrainien, qui a beaucoup d'intérêts aussi nucléaires. Westinghouse, la société nucléaire américaine, a de plus en plus d'intérêts en Ukraine, mais il y a les céréales en général. Zelensky a bradé les terres ukrainiennes, c'était une demande des Américains dès qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a tellement d'intérêts économiques maintenant entre les Européens et les Américains en Ukraine que priver l'Ukraine totalement d'un accès aux mers chaudes, à la mer Noire, serait quelque chose qui obligerait les Occidentaux, même s'ils ne veulent pas forcément aller plus loin, voire se retirer. Là, ça les obligerait à remettre un paquet pour aider les Ukrainiens. Mais est-ce que les Russes vont tomber dans cette folie
de priver totalement l'Ukraine, c'est le titre, c'est la fin de mon chapitre sur l'Ukraine dans mon livre avec Jacques Sopelsa, ça donnerait aux Européens et aux Américains un prétexte pour aller beaucoup plus dans l'intensification du heurt Russie-Occident. Je ne pense pas que les Russes soient assez fous ou assez stupides pour faire cette erreur, sauf s'ils sont extrêmement sûrs d'eux et certains d'une non-représaille après que Trump ait pris le pouvoir. Si jamais il leur ait dit « moi je m'en fous », mais ça m'étonnerait aussi. Trump lui-même ne sera pas le pro-russe que l'on croit. Il sera entouré de nombreux néoconservateurs. S'il fait un ticket avec Nikki Haley, elle est l'ultra-conservatrice néocons absolue. Il fera des concessions au lobby anti-russe. Donc là aussi, il ne faut pas croire que dans le cas de l'accession de Trump au pouvoir, les Russes pourront faire ce qu'ils veulent. C'est faux. Ça, c'est des fantasmes d'Européens pro-Trumpistes. Donc vous voyez, on n'a pas de certitude, et je sais que vous y connaissez plus que moi sur le dossier ukrainien, mais il me semble que c'est vous-même qui le disiez en aparté. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, Odessa pourrait être une monnaie de négociation extrêmement dissuasive. Si les Russes disent « attention, on peut prendre Odessa, mais si on négocie comme il faut, on n'ira pas juste là », effectivement, ça pourrait pousser inversement, ça pousserait les Occidentaux à intervenir si l'Ukraine est privée totalement d'accès à la mer, mais inversement, si les Russes disent « on peut le faire, mais on ne le fera pas si vous donnez de ça », alors effectivement, là, ça peut devenir un objet de pacification. Donc moi, c'est pour ça que dans mon livre, le chapitre sur l'Ukraine est conclu sur Odessa. Qu'est-ce qui va se passer à Odessa et en mer Noire? Parce que pour faire l'intermarium et la politique des fameuses initiatives des trois mers qui visent à totalement encercler les Russes, la mer Noire est un élément extrêmement stratégique et la paix voudra que finalement on fasse un partage de la mer Noire, une partie aux Turcs, une partie aux Russes, une partie aux Ukrainiens et donc aux Occidentaux. Mais si une seule entité veut contrôler la mer Noire, là ça finira en casus belli qui va faire monter cette guerre dans un niveau supérieur d'intensité. Alexandre Delval, merci pour cet échange passionnant.